Ce dimanche en Formule 1, Red Bull fait une course à la Mercedes et Mercedes se fait avoir comme Red Bull. La pluie change toute la dynamique d'un Grand Prix sans apparaître pendant le même Grand Prix. Ferrari remonte le temps en 2020 et un total de 0 abandon résulte en un des Grands Prix les plus palpitants qui soient, du jamais vu depuis le Grand Prix d'Autriche 2019. Et 10e fois de l'histoire qu'un Grand Prix se termine sans le moindre abandon en 71 ans, ouais. Après une édition 2018 rendue dynamique uniquement grâce à l'accrochage et la remontée d'une Ferrari et d'une Mercedes, et d'une édition 2019 rendue dynamique grâce au dernier tour et à la Director's Cut de 6 minutes postée sur YouTube, nombreux étaient les sceptiques qui remettaient en question la présence du Paul Ricard au calendrier, dont je fais partie, je pense. Non, j'en suis sûr, en fait, j'en faisais partie. Pourtant, tu sais que c'est un tracé emblématique qui a tenu une bonne dizaine d'éditions en Formule 1, et si j'en crois certains passionnés par d'autres sports mécaniques, il n'y a pas que la Formule 1 qui accueille de belles courses là-bas. Le problème, c'est donc pas le circuit, mais les bulldozers qui roulent dessus. Donc, avoir une édition de ce Grand Prix de France au Paul Ricard qui permet de mélanger deux stratégies bien différentes grâce à de nouvelles réglementations quant aux pressions pneumatiques et une piste fraîchement nettoyée par la pluie nous a permis de voir qu'il était possible de doubler au Ricard. Et puis avoir pour la énième fois l'équipe qui gagne la course, qui se ravit d'avoir battu ses rivaux, qui semblait plus rapide et imbattable tout ça, et d'avoir l'équipe qui a perdu se défendre du fait que c'était les autres qui étaient le mieux placés, qui allaient le plus vite et qu'ils n'ont rien pu faire face à eux, ça me fera toujours rire ce type d'absurdité, donc j'aime ce type de résultat. Nanana, il va plus vite en ligne droite, nanana, il gère mieux les pneus, non, c'est exceptionnel. Un merveilleux concours de celui qui est le plus à plaindre, et Mercedes, Red Bull nous ravit en ce moment. Et ce Grand Prix de France a tenu toutes ses promesses. Après avoir vu Verstappen rater la première chicane et offrir sa première place à Hamilton, mon pessimisme génétique m'a persuadé qu'on allait assister à une procession de 1h30, mais après la phase des arrêts au stand qui redonnait la tête à Maximus, on a vu le top 3 se tenir en quoi, moins de 2 secondes pendant à peu près une dizaine de tours. Bon, j'ai peut-être une mauvaise mémoire, mais j'ai du mal à me souvenir de la dernière fois qu'on a eu le droit à ce genre de choses. Et puis la lutte, elle a continué à distance après. C'était beau. L'Undercut avait des super pouvoirs ce dimanche. On l'a vu lorsque Leclerc puis Ricciardo ont déclenché cette phase des arrêts au stand. Et alors que tous les pilotes annonçaient qu'un second arrêt allait être inévitable, il semblait évident que le premier de Mercedes ou de Verstappen à s'arrêter allait gagner la course. Et c'est Red Bull qui a surpris tout le monde en s'arrêtant assez tôt, et Mercedes s'est retrouvé dans une position délicate qu'ils ont trop souvent fait subir à leurs concurrents. De là à parler d'erreur stratégique de Mercedes, la situation est la suivante. Si tant Lewis que Valtteri s'arrêtaient, il serait ressorti derrière Verstappen et on aurait retrouvé ce statu quo qu'il y avait avant les arrêts au stand. Et la seule option qu'il restait à Mercedes, c'était de laisser les deux voitures en piste, justement, parce qu'en laissant les deux, ils augmentaient leurs chances de ralentir Verstappen. Et si on ajoute le fait que Perez aurait pu se dresser entre les Mercedes et Verstappen si elle s'était arrêtée en premier, dans tout ça, je me dis, elle est où l'erreur de Mercedes que beaucoup prétendent, Mercedes fait n'importe quoi niveau stratégie. Non, je vois pas ce qu'ils ont fait de n'importe quoi. Si on regarde la situation du Grand Prix, pour moi, ils ont juste pris les meilleures décisions, mais dans tous les cas, ils semblaient condamnés de par le simple fait que Verstappen avait l'avantage en piste et que derrière, il y avait Perez qui faisait bouchon. Perez, vous savez, c'est la deuxième Red Bull qui faisait qu'avant, il n'y en avait pas et que Mercedes aurait pu faire ce genre de coup. Et maintenant, vu qu'elle est là, ils peuvent plus. Ils ont bien fait de le recruter, je crois. Donc déjà Hamilton, il l'a prouvé à de maintes reprises, il sait gagner ce type de remontée, s'arrêter, faire un nouvel arrêt, remonter une bonne vingtaine de secondes, dépasser le leader et aller gagner. Verstappen, il l'a enfin démontré à son tour, et non seulement en se battant non pas contre une Mercedes, mais contre une et demie. Et avec ce sentiment de rédemption suite à la première manche à Bahreïn où il n'a pas réussi à le faire. Enfin,
Non, je veux plus parler des limites de piste. Hamilton aura, à l'exception d'une petite erreur, visiblement fait le maximum pour retenir Verstappen. Mais dans l'ensemble, comme je le disais, pour moi, dès l'instant qu'ils ont perdu la tête de course, Mercedes, ils avaient plus aucune chance. Comble du bonheur donc pour Red Bull, c'est un Sergio Pérez trop discret dans l'ensemble du week-end, mais qui est quand même parvenu à prendre le podium en passant l'équipier de Hamilton en fin de course avec des gommes plus fraîches, d'à peu près 7 tours en comparaison de celui qui l'a doublé. Checo me semble toujours assez lent à se mettre en marche parce que son début de course était laborieux, quoi. Après, peut-être, ça lui a permis d'économiser ses gommes pour permettre cette stratégie décalée, mais à mon sens, c'est plus Pérez qui avait un problème, qui allait juste pas assez vite, plus que Pérez qui économisait gentiment ses gommes. Parce que s'il suffit d'aller doucement pour économiser ses pneus, tous les pilotes savent le faire, ça. Non, quand on dit que Pérez, il est très bon pour gérer ses pneus, c'est qu'il sait aller à la fois très vite, tout en préservant ses gommes. C'est pas juste, il va pas vite et il les économise, ça tout, n'importe quel pilote professionnel sait le faire. Donc là, non, Pérez, il cherchait pas particulièrement à économiser ses gommes en début de course, il avait juste pas le rythme. Mais en fin de course, il a réussi à extraire le maximum de la voiture, profiter des problèmes des Mercedes qui étaient sur des pneus plus usés pour revenir. Son dépassement sur la Mercedes pour la 3e place a été sujet à une enquête parce qu'il est sorti de la piste juste après l'avoir dépassé. Mais la FIA a finalement jugé que le dépassement était déjà conclu et qu'il n'a pas profité de cette sortie de piste pour prendre la position. Surtout que c'est un virage à fond, donc c'est plus passé comme une petite erreur. Ils ont considéré que le dépassement était fait. Et en soi, je suis d'accord que ça servait à rien de le pénaliser. Mais c'est justement pour cette raison que Mercedes n'a pas arrêté ce second pilote qui venait de se faire dépasser. Ils ne lui ont pas demandé de s'arrêter une nouvelle fois pour faire le meilleur tour. Justement, au cas où Pérez allait subir ces 5 secondes de pénalité, parce que s'il les subissait, il récupérait le podium. Bon, il ne les a pas subis, du coup, ils n'ont pas récupéré le podium ni le meilleur temps. Et bon, ils ont perdu des points. Et pour en finir avec Checo, après être devenu le premier pilote de l'ère hybride, là c'est l'instant statistique, c'est devenu le premier pilote de l'ère hybride à gagner avec 2 équipes différentes. J'ai jamais vu en Formule 1 depuis 2013. Il monte sur son 12e podium et pour la première fois, son 2e podium consécutif, quand on dit qu'il faut jamais abandonner. C'est bien mon Checo. Peut-être qu'il gagnera son titre pour son 300e Grand Prix, celui-là. Et c'est la première fois que Red Bull aussi gagne avec 3 victoires consécutives. Et toujours sur les stats, c'est la première fois que Red Bull gagne 3 victoires consécutives, du jamais vu en Formule 1 depuis 2013. Donc voilà, on n'est plus vraiment en début de saison, ça fait 7 courses. Mercedes ne bluffait pas, il lestait pas la voiture. Red Bull sont sérieusement une menace. C'est bon, vous pouvez clipper ce que je viens de dire, je suis sûr que ça va mal vieillir. Les Ferrari avaient un bon rythme ce week-end, confirmant la belle évolution de l'équipe par rapport au McLaren. Bon, après, la voiture, elle anéantissait ses gommes en 3 tours et ils ont fini 11e et 16e. Mais sur un tour, les Ferrari, elles étaient compétitives. Difficile de dire quoi que ce soit sur les pilotes parce que j'ai l'impression que Sainz a extrait le maximum de sa voiture rouge. Il pointait en 5e place en début de course. Il a ensuite perdu la position en piste face à Leclerc et Ricciardo lors des arrêts au stand. Et après ça, il a continué à sombrer dans le classement. Leclerc semblait un cran en retrait tout le week-end, même peut-être 2 crans par rapport à Sainz. Il n'arrivait pas à trouver son rythme et il s'est effondré rapidement à cause de ses pneus avant de s'arrêter une seconde fois, tellement il est en souffrance. C'est le seul pilote avec Verstappen à s'être arrêté 2 fois. Il y a un sérieux problème à revoir chez Ferrari. Chez McLaren, en revanche, ils semblaient plus en souffrance sur un tour, mais ils ont mieux géré l'absurde dégradation des gommes avec une belle stratégie et une excellente course des pilotes. Oui, chez McLaren, il y a 2 pilotes cette année, et les 2 ont fait une bonne course, je trouve. Norris est toujours un peu en souffrance sur les départs, j'ai l'impression, et on peut mettre sa course en parallèle avec celle de Checo, parce qu'il s'est arrêté un petit peu tard également. Il a eu une petite erreur en début de course, mais qui lui a juste fait perdre une position face à Ricciardo, je crois. Mais il a bien rallongé son premier relais et il a tout remonté
Il a remonté toutes les places qu'il avait perdues en fin de course pour finir 5e. Et Ricciardo, quant à lui, il était en confiance en piste. Il a offert de belles luttes, un beau départ et un bel undercut aussi qui l'a aidé à passer Sainz. C'est surtout Gasly qui a été une menace toute la course pour lui. Et je vais dire un petit point bonus pour les McLaren. C'est ce double dépassement sur Alonso en début de Grand Prix. C'était beau. Voilà, c'était beau. Belle remontée de Yuki Tsunoda qui remonte de la voie des stands jusqu'à la 13e place pour ramener 0 points à Alpha Gasly. En 7 Grands Prix, c'est la 3e qualif qui termine dans un mur et la seconde fois qu'il l'envoie en Q1. Et plus je médite et plus je me dis que Tsunoda il va s'enliser dans une mauvaise spirale dont il sera dur de se défaire dans l'académie Red Bull qui semble si prometteuse en ce moment. Ouais, j'ai dit Tsunoda. J'ai dit que je la gardais, donc merci PH du Point Genius pour cette trouvaille. Je vais l'ajouter à ma collection de surnoms affectueux. Voilà. Petit Noda reste un rookie confronté à un pilote qui semble au sommet de son art. Il est encore jeune, il manque d'expérience. Il a prouvé pendant toute sa jeune carrière qu'il apprenait rapidement. Et il n'est pas absurde de penser qu'il finira par être au niveau. Aussi, je conçois qu'il veuille se prouver, mais ce que je veux dire, c'est qu'à confondre vitesse et précipitation, il pourrait s'enterrer tout seul. Donc voilà, à surveiller mon petit Yuki. Gasly, quant à lui, tire le meilleur pour son équipe et la 7e position et une passe d'armes intéressante avec Norris. Alpha Gasly creuse progressivement l'écart sur Alpine et Aston Martin et ça laisse présager une bonne lutte dans le milieu de peloton comme on s'y attendait entre ces 3 équipes. Le rookie double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, a fait une course Alonsoesque en réalisant très vite dans la course qu'il fallait passer sur ses pneus durs après avoir complètement chuté dans le peloton en début d'épreuve. Belle qualif, je crois qu'il partait 8e. Bon, bah, il chute dans le classement et il arrive 8e, donc au final, c'est ce que j'appelle une course Alonsoesque. Il a pu sauver quelques points pour Alpine parce que Ocon, bah, lui, il n'a pas réussi à prendre le meilleur de sa 11e place sur la grille en terminant englué dans le 3e quart de la grille, terminant 14e. Il a eu beaucoup de mal pour faire marcher ses pneus médiums en début de course et il n'a jamais vraiment réussi à remonter après. J'ai l'impression qu'il y avait un bon rythme pour les Bleus avec les pneus rouges, mais dans les conditions du week-end qui voilà, ne laissaient pas vraiment la place aux pneus tendres, Alpine et Ocon n'ont pas pu tirer parti de cette force et c'est quelque chose qu'ils vont devoir améliorer parce que j'ai l'impression qu'il y a un potentiel caché dans cette Alpine, mais qu'ils n'arrivent pas toujours à le trouver. Aston Martin prend encore une fois le meilleur résultat possible, selon moi en tout cas, grâce à une belle stratégie et un très long premier relais de ses pilotes, mais peut-être justement entaché par un week-end un peu en demi-teinte, je trouve, pour les pilotes. Vettel doit se contenter modestement de sa 9e place, bien qu'il avouait ne pas être au mieux de sa forme sur ce tracé. Il a pourtant fait, je trouve, un bon début de course avec ses pneus durs. Je l'ai senti plus fragile en fin de course avec les médiums. Bon, il termine 9e au final, c'est pas si mal pour l'équipe. Et du côté de Stroll, je me sens un peu contraint aussi de relever 2-3 petits points négatifs sur sa mauvaise place sur la grille. Parce que son second tour en qualification a été compromis par du trafic et son 3e par un drapeau rouge. Et son premier tour a été annulé parce qu'il est sorti des limites de la piste. Alors ça arrive à tous les pilotes, ce genre de choses, mais dans une saison où on a vu beaucoup de drapeaux rouges arriver en qualif, ce type d'erreur me semble devenir de moins en moins pardonnable. Surtout que la dernière fois, c'est lui qui avait causé un drapeau rouge à Bakou en qualif. On se rappelle que Stroll, ça a toujours été un petit peu l'adage que les qualifs, c'était pas son fort. Bon, il s'est très bien rattrapé avec la 10e place en course. Mais peut-être que, voilà, en soignant plus régulièrement les qualifs, là je parle pas que du Grand Prix de France, je parle en général, il pourrait peut-être se rendre la vie plus facile. Mais voilà, une belle course, ça a été le seul pilote à chausser les pneus tendres de tout le dimanche. Bon, pour le moment aussi, je dois avouer que la chance n'est pas trop de son côté, mais ce que je veux dire c'est que il se facilite pas la tâche, en tout cas c'est mon impression.
Et parmi les belles prestations passées inaperçues, parce que voilà, Stroll 10e, c'est quand même pas mal, en partant de là où il partait, eh bien, on va parler de George Russell, mes chers amis. 12e dans une Williams. Il a sombré en début de course, parce que, bon, encore une fois, il est passé en Q2. C'est devenu une norme, hein, Russell qui passe en Q2. Il a sombré en début de course, il avait mal chauffé ses pneus apparemment, mais en s'arrêtant assez tôt, il a trouvé du rythme et il a réussi à remonter jusqu'à cette 12e place qui aide Williams à reprendre la 9e place au championnat constructeur à Haas. Donc sans aucun incident, terminé 12e avec la 9e force du plateau. Allez, 8e si tu veux dire que la Williams est meilleure que l'Alfa Romeo, ou équivalente. C'est quand même assez bon, assez incroyable, je trouve. Alors, on peut défendre qu'entre la 12e place de Russell et la 18e de Latifi à l'arrivée, il y avait 15 secondes, ce qui est aussi incroyable sur un Grand Prix sans safety car. Et pour ce qui est de Latifi... Attends, tu penses que cette 12e place, c'est encore la preuve que Russell, il n'est pas capable d'entrer dans les points? D'accord, donc il est surcoté, ok. C'est ton avis, hein. Heureusement que je te paye pas, sinon je t'aurais déjà viré. Quant à Nicolas Latifi, bah, lui, il est toujours sous contrat en Formule 1. Alfa Romeo, c'est pareil. Ils sont en Formule 1 aussi, mais la voiture, elle est pas là. Enfin, elle tient clairement sa place de 8e place au championnat dans la hiérarchie, pour ce Grand Prix de France du moins. 15e pour Giovinazzi, 17e pour Kimi, et les deux étaient assez proches ce week-end. De manière générale, ils sont toujours assez proches. Papy m'a un peu fait peur dans sa lutte contre Leclerc en fin de course, parce que je sais pas si vous avez vu, ça a failli finir en crash. Il y a eu une petite touchette, mais voilà. Et à part ça, bah, c'est le figurant qui continue d'avoir un léger ascendant en interne, 5-2 en qualification, 4-3 à la faveur de Raikkonen en course, mais Giovinazzi a eu 2-3 petits coups de malchance sur les premières manches. Donc, un assez bon début de saison de Giovinazzi qui continue, je trouve. Raikkonen toujours un petit cran en dessous. Je sais pas vraiment quoi en penser parce que pour moi, il n'y a aucune référence solide chez Alfa Romeo, c'est mon problème. Parce que bon, Kimi, voilà, on sait que c'est un très bon pilote, que même si c'est plus celui qui nous faisait rêver à l'époque McLaren, ça reste un gars solide. Mais au bout d'un moment, c'est dur de savoir vraiment où il se situe, et du coup, Giovinazzi, c'est dur de savoir s'il réalise un exploit ou si c'est le minimum qu'il devrait faire, quoi. Et pour continuer, on a Schumacher qui a signé la première Q2 de Haas cette saison et la meilleure qualification de sa carrière. Une grande prouesse de sa part, aidée par son crash en fin de Q1 qui a mis fin à la séance. Ouais, je sais, un crash d'un Schumacher en qualif qui bénéficie de ça pour avoir une bonne position sur la grille, ça peut faire syndrome post-traumatique pour certains, mais t'inquiète pas, ça va aller, hein. Parce que sincèrement, même sans ça, je pense qu'il y avait moyen qu'il ait une belle place sur la grille. En course, cependant, bon, aussi bien Schumacher que les Haas, elles étaient seules de leur côté. Schumacher termine 19e à 30 secondes de Latifi. C'est-à-dire que entre Latifi et Schumacher, tu peux faire rentrer tous les pilotes qu'il y avait entre Russell et Latifi. Voilà, c'est dire à quel point elles sont à la ramasse, les Haas. Schumacher a chuté dès le départ, pas très bon départ de son côté, et ensuite il a passé une bonne partie de la course derrière son équipier, avant que ce dernier s'effondre avec ses médiums en fin de course. On sait que Haas fait de la figuration cette saison, mais c'est intéressant de suivre l'évolution des deux rookies. On sait que Haas fait de la figuration cette année, mais c'est intéressant de suivre l'évolution de ces deux rookies. Et avec la belle qualification de Mick et Mazepin qui a dû faire son meilleur week-end de l'année. Après, vu le niveau qu'il a posé jusque-là, je vais pas crier au génie non plus. Il manque de régularité sur ses chronos et sa gestion des pneus, elle est pas bonne, quoi. Son premier relais en hard était pas désastreux, c'était correct. Son relais en médium, par contre, il s'est effondré en 2-2 et son rythme en qualification aussi, qui se maintient à 6-7 dixièmes de Schumacher, c'est trop loin. Et justement, son dépassement sur Schumi en début de course, disons que, voilà, si Norris avait fait ça, je sais pas, Leclerc ou Ricardo sur Alonso ou je sais pas quoi, enfin dans le peloton, je pense que
ça aurait pris une pénalité, quoi, parce que Schumacher, il a été forcé hors de la piste. Mais bon, vu que la FIA s'en fout des derniers, ça va, il y a pas eu... Mazepin n'a pas eu à s'en faire. Alors que je me rends compte que 24 heures dans une journée, c'est vraiment pas suffisant pour avoir un travail à temps plein et pour faire des trucs à côté, cette annonce arrive avec pas mal de retard, donc ce soir, je le dis, on va faire un petit live improvisé avec Tony, commissaire de piste de course au Castellet, qui va nous parler de son week-end, et puis voilà, répondre à des questions, blablater, tout ça. Ceux qui sont sur le serveur Discord, vous avez pu suivre ses aventures sur un salon qui lui était dédié, voilà. À savoir, je le précise, c'est très important, cette annonce que je viens de faire, elle est valable que pour ceux qui écoutent au moment où, dans les premières heures de la sortie. Le cas échéant, vous risquez de pas trouver ce live parce qu'il sera déjà passé. C'est ça le problème avec le temps, c'est que il change. Voilà, bref, si jamais tu as envie de manifester une quelconque forme de soutien, bah tu dois savoir, tu sais quoi faire. Mais sache que 1 pouce bleu peut rendre un homme heureux. Si t'as pas envie de le faire, je te remercie quand même d'être toujours là pour supporter mes déblatérations vocales. Et si jamais t'as pas apprécié les conneries que je balance, bah déjà c'est pas malin d'être resté aussi longtemps parce que maintenant je risque d'apparaître dans tes suggestions. Donc je suis vraiment désolé pour ça, mais sache que je t'aime quand même. Allez, bisous, bonne nuit et soyez sages. Comment on arrête? Allez, voilà.